on voit qu'il y a aussi maintenant des institutionnels qui commencent à regarder le Bitcoin en se disant, dans un environnement de taux bas, sur longue période, si on veut trouver du rendement, il faut aller sur les marchés actions, mais c'est trop risqué d'être que sur les marchés actions, donc on va aussi finalement se diversifier un petit peu et aller acheter des actifs. Alors ça peut être matières premières, mais matières premières, il ne faut pas se tromper, ou alors ça peut être de l'or et justement du Bitcoin et d'autres cryptos. Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de la série « Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ?» Cette série a un fil rouge qu'il est préférable de suivre. Si vous tombez sur cet épisode, je vous conseille d'arrêter la lecture de celui-ci et de retourner sur les 3 premiers de la série. Pour conclure cette thématique, bien qu'un épisode bonus vous attende avec Idriss Aberkane juste après, je suis accompagné du journaliste spécialisé dans les cryptos et les sujets économiques pour le journal L'Express, Raphaël Bloch. Tout au long de cet épisode, on parlera crypto, bourse et on synthétisera un peu tous les propos de cette série. Raphaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question qui me vient à l'esprit, toi qui travailles dans un média qui n'est pas spécialisé de base dans les cryptos, quel regard porte l'Express sur cette industrie ? Un regard à la fois curieux et exigeant. Curieux parce que c'est un environnement en pleine croissance, il y a beaucoup de développement, il y a énormément de nouveaux acteurs qui arrivent, et puis aussi exigeant parce que, bien comme tout secteur très dynamique, il y a à la fois le meilleur et le pire, c'est-à-dire que tu as des projets très intéressants, des personnalités très intéressantes, et puis aussi des projets qui ont moins d'intérêt, et que ce soit dans le paiement, enfin les fintech, les néobanques, enfin voilà, tout secteur confondu. Et donc voilà, à la fois de la curiosité et aussi de l'exigence, parce qu'on est là pour trouver les nouvelles tendances et aussi avoir un regard critique sur ces nouvelles tendances et ne pas considérer que tout ce qui est nouveau est exceptionnel. C'est un exercice qui est particulièrement compliqué. Comment tu fais le choix dans les sujets crypto que tu couvres ? Tout bêtement, en m'appuyant sur mon réseau, c'est-à-dire que au fil des années de boulot, tu découvres à la fois des analystes, des experts, des professionnels, aussi des consommateurs, des associations. Enfin, je veux dire, il y a tout un écosystème dans les sujets qu'on couvre. Et c'est en se nourrissant à la fois de leurs réflexions, de leurs projets, de leurs points de vue, que finalement, on arrive un peu à comprendre ce qui se passe à l'échelle d'une industrie, ce qui se passe sur une tendance. Et donc moi, mon boulot au quotidien, c'est d'être en permanence au contact en fait, de cette réalité économique qui est très mouvante, et d'être en mesure de raconter un peu ce qui se passe. C'est ça qu'avec l'expérience, je peux aussi sentir les tendances, et voilà. Et grâce à un historique, tu vois un petit peu ce qu'une petite entreprise peut potentiellement devenir à l'aune de ce qui s'est déjà passé dans l'industrie, ou à l'aune d'une personnalité qui a déjà fait ses preuves, d'une technologie qui est pertinente. Même question qu'au député Pierre Persson, mais dans ton registre. Est-ce que tu as déjà reçu des appels de lobbyistes ou des pressions à la suite d'un article que tu as sorti au sujet de la crypto ? Non, pas de pression ni de coup de fil de lobbyiste. Après, justement, puisque je discute avec tout le monde, c'est évident que de temps en temps, on écrit des choses qui ne plaisent pas, une fois à une banque, une fois à une fintech, une fois à Bercy, une fois à une association, parce que justement, on n'a peut-être pas été assez critique par rapport à un produit ou un projet. Donc, par définition, on provoque des réactions, mais c'est aussi notre métier, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des lecteurs, des auditeurs, ou des gens qui peuvent nous regarder à la télévision ou sur un écran, des informations, et puis derrière, voilà, on nourrit le débat avec des éléments, des reportages, des analyses. À l'Express, tu es à la frontière entre 3 mondes qu'on a cités tout à l'heure, les banques, le monde de la crypto et les fintech. Comment elles se regardent, ces 3 mondes-là, en ce moment ? C'est une très bonne question. Ça fait des années qu'ils se regardent. Maintenant, la relation a évolué parce que il y a d'un côté des acteurs traditionnels qui sont très bien installés, à savoir
les banques. Et puis, de l'autre côté, il y a tout un tas d'acteurs, les fintech et aussi des acteurs dans la crypto qui, eux, ont comment dire, bien sont nés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, les banques, au début, les ont peut-être un peu négligés en se disant, bon, voilà, ce sont des acteurs qui restent petits, et puis on parle de niche. Et puis, finalement, depuis la crise de 2008 et l'explosion de ce qu'on appelle l'économie des plateformes, enfin l'économie digitale, numérique, il y a pas mal d'acteurs qui sont devenus importants. Donc, les banques la regardent sérieusement. Et puis, il y a en plus, dans le secteur des cryptos, là, pour le coup, quand même une approche frontale parce qu'on sait que dans l'univers crypto, il y a aussi une certaine philosophie et beaucoup de gens qui s'intéressent aux cryptos et des porteurs de projets crypto veulent en grande partie aussi apporter une alternative au système financier traditionnel. Et donc forcément, il y a des frottements. Mais bon, on sent que les deux mondes se rapprochent. Et voilà, il y a des frottements, mais il y a aussi des collaborations. Il y a quelques semaines à l'Express, vous avez fait votre une avec un dinosaure et le titre c'était Les banques, la fin d'un monde, si je dis pas de bêtises. Quand on voit ce que proposent des fintech comme N26 ou Revolut, est-ce que les banques traditionnelles qui ne se sont pas adaptées se sentent un petit peu sur un siège éjectable ? Alors bon, nous notre une effectivement sur la fin d'un monde, elle était volontairement un peu provocatrice dans le sens où le but c'est aussi de prendre position. Et après il y a effectivement tout le contenu du dossier. Et bon, pour ceux qui nous écoutent, hein, voilà, la une de l'Express, on voyait une banque avec un dinosaure, et donc le propos était assez explicite, mais à l'intérieur, ce qu'on voulait montrer, c'est que ça n'était pas la fin des banques, mais quand on dit la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde qu'on a connu. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin des banques, et c'est d'ailleurs ce que disait Bill Gates, hein, toujours besoin des banques, mais pas forcément des banquiers. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, les services bancaires sont indispensables, mais ils peuvent prendre des formes multiples. Et c'est vrai que voilà, ce qu'on a voulu illustrer avec ce dossier, c'est que finalement, les banques traditionnelles ont joué un rôle essentiel, mais aujourd'hui, avec les changements de mode de consommation, la technologie, eh bien finalement, il y a des nouveaux acteurs qui ont émergé. Donc on pense aux géants de la tech comme Facebook, Google, Amazon. Il y en a aussi en Chine, hein. On pense au fameux BATX, donc du Baidu, Alibaba, qui eux aussi offrent des services financiers. Et puis il y a aussi toutes ces fintechs, comme effectivement Revolut, N26, il y a aussi Nubank, la néobanque brésilienne, qui a près de 30 millions de clients dans le monde. Donc eux aussi, voilà, sont des acteurs qui effectivement proposent des services avec des offres ultra compétitives, mais après, les banques ont aussi leurs avantages, à savoir un bilan qui est plus solide, des services en plus grand nombre. Ça, c'est quand même une réalité. Et puis, il y a aussi, ça on ne peut pas leur enlever, la confiance que les consommateurs leur font encore. Hein. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les gens préfèrent, quoi qu'il arrive, confier leur argent aux banques. Pour encore combien de temps ? Ça, c'est une vraie question. Mais les gens ne sont pas encore prêts à basculer totalement en banque principale avec un N26 ou Revolut, ni même à confier totalement leur épargne à Amazon ou Google. Justement, le modèle économique de ces fintechs, est-ce qu'ils sont viables à long terme ? J'ai cru voir passer par exemple une news il y a quelques jours sur N26 qui, si je dis pas de bêtises, allait peut-être commencer à taxer les dépôts de plus de 50 000 € sur les comptes courants. Est-ce que c'est viable pour eux de fonctionner avec si peu de frais ? Ce qui est sûr, c'est que si on prend le cas des banques, vous avez d'un côté les banques traditionnelles qui ont des contraintes réglementaires, beaucoup de coûts, parce qu'elles ont des réseaux qu'elles doivent entretenir, mais qui ont beaucoup de clients et beaucoup de produits qui quand même leur rapportent de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez les néobanques, elles ont peu de coûts fixes, hein, tout bêtement, il n'y a pas de réseau, et elles sont moins réglementées, plus flexibles, et donc en mesure d'offrir des produits moins chers. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les deux modèles en fait convergent parce qu'on voit d'un côté les banques traditionnelles qui finalement réduisent la voilure
sur le réseau d'agences, offre de plus en plus de services, se digitalise. Et de l'autre côté, vous avez les néobanques, donc comme Revolut, qui vont commencer à faire payer des services, qui vont multiplier ces services et qui donc finalement vont aussi quand même un peu commencer à ressembler aux banques traditionnelles. Donc c'est ça qui est assez passionnant dans ce qui se passe actuellement, c'est que chacun fait un pas vers l'autre parce qu'on se rend bien compte qu'aucun des deux modèles n'est totalement parfait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des milliers d'agences bancaires partout, ça coûte trop cher, mais vous ne pouvez pas non plus avoir uniquement une application mobile quasi gratuite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la banque a besoin de gagner de l'argent, et donc effectivement, N26 facture des services, Revolut facture des services, et de plus en plus. À noter juste que Revolut vient d'annoncer qu'ils étaient rentables. Voilà, on attend de. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas accès au compte, parce que c'est une société non cotée. Donc, ils peuvent très bien dire nous sommes rentables, ça n'engage que la banque. On parle un petit peu d'actu et de l'ordonnance donc du 9 décembre dernier sur les cryptoactifs. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question la pertinence de cette ordonnance dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que tu penses que cette ordonnance qui vise à avoir plus de KYC, à faire plus de démarches pour prouver son identité globalement, c'est très résumé, mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment lutter contre le terrorisme ? Très sincèrement, et après on est sur un sujet qui est sensible, mais non, je pense que malheureusement nous sommes dans un monde où on ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, les terroristes trouveront toujours un moyen de se financer. En l'occurrence, il y a eu de très bonnes enquêtes et documentées sur ce qui a provoqué la réaction de Bercy, donc à savoir un réseau qui serait lié à Al-Qaïda et qui aurait effectivement réussi à se financer via des cryptos. Donc voilà, ils trouveront toujours une solution. Et effectivement, là, j'allais dire, les crypto-monnaies et le Bitcoin ont un peu payé cette réputation sulfureuse qu'ils ont eue et que certains continuent d'entretenir. Et donc voilà, Bercy se retrouve face à une situation où finalement, un peu comme d'habitude, on a envie politiquement de réagir, de montrer qu'on est présent, et malheureusement, même si les intentions sont louables, à savoir tarir la source de financement du terrorisme, finalement on s'en prend à toute une industrie naissante en France et prometteuse. Et c'est vrai que voilà, tout le monde le sait, mais globalement, avec ces nouvelles dispositions, on pourra donc en France acheter des actifs numériques sur des exchanges chinois ou américains, alors que, à l'inverse, les exchanges français seront, basés en France, enregistrés en France, seront contraints, effectivement soumis à une réglementation de double KYC beaucoup plus contraignante. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait tuer ou en tout cas freiner notre souveraineté crypto, ou en tout cas les entreprises françaises qui essayent de prospérer dans ce milieu ? En l'état actuel, je ne sais pas si ça pourrait tuer l'industrie française, mais je veux dire, elle n'a pas besoin de ça, et je pense que, pour connaître un peu l'écosystème, globalement, aujourd'hui, les plateformes en France travaillent plutôt bien, quoi. Elles sont contrôlées, on a mis en place, des labels, elles sont supervisées, voilà. Le cadre existe pour que tout se passe bien. Après, voilà, il y a malheureusement des impondérables, et là on avait un réseau qui s'est financé via des cryptos, mais on n'a pas mis fin au cash, alors que le billet de $100 permet de blanchir des sommes qu'on n'imagine pas, et permet aussi de financer le terrorisme, de financer le grand banditisme. Voilà. Donc il ne faut pas s'attaquer aux moyens, mais plutôt essayer de mettre fin au réseau terroriste. Est-ce que ça ne serait pas l'excuse qu'attendait l'exécutif pour mettre un petit coup à la nuque à cet écosystème, à son échelle en tout cas, qui commençait à prendre un petit peu trop d'ampleur ? Non, après, ça n'est que mon modeste avis. Je pense que l'écosystème crypto constitue pas un problème pour le gouvernement, pour Bercy. Je pense que malheureusement, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on agit trop vite en pensant bien faire, et
et sur lequel on a une approche qui est vraiment trop politique et trop tournée vers l'opinion publique. Là, on est sur un débat qui est technique et globalement, c'est quelque chose qui ne nécessitait pas d'intervenir sans consulter les acteurs du secteur, surtout que c'est un sujet qui n'est pas, ça ne devrait pas être la priorité de Bercy, surtout qu'on a des députés très compétents en la matière. Enfin, on a quand même la chance d'avoir plusieurs députés qui bossent particulièrement bien ces sujets. Le minimum, c'est de les consulter, de s'appuyer sur leur expertise, parce que là, en plus, on passe par ordonnance et pas par le Parlement. Alors, vous me direz, ça prend plus de temps. Mais bon, encore une fois, il n'y avait pas urgence à agir de la sorte. Donc oui, je pense que c'est pénalisant. Et en plus, j'ajouterais que c'est négatif pour l'image de la France, parce que la première et seule conséquence immédiate d'une telle décision, c'est que finalement, cette info se retrouve sur tous les sites un peu financiers, crypto de la planète, et le signal est plus que négatif. Parlons un petit peu de l'e-euro qui commence de plus en plus à prendre forme. Tu en as fait également un article, un dossier dans l'Express il y a quelques semaines. La disparition du cash, c'est une bonne nouvelle pour qui ? C'est une excellente question. Comment dire ? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, ce sont les tendances et les faits. Il y avait une tendance au recul du cash. Je veux dire, ça fait des décennies qu'on constate ce recul. 2020 constitue une année à part parce que quand on regardera les grandes tendances dans 50 ans, on se rendra compte que vraiment 2020 a constitué une immense rupture. On a d'un coup basculé. Enfin, il faut se rendre compte qu'en 2020, c'est la première fois que les Français, et ça est aussi le cas en Allemagne, dans plusieurs pays du monde, on aura plus utilisé des paiements numériques que justement du cash, ce qui est juste une révolution absolue. Donc, je ne pense pas que le cash disparaîtra pour une simple et bonne raison, c'est que jamais aucun système de paiement n'a disparu. C'est-à-dire qu'on a même le troc, je veux dire, les gens continuent d'utiliser un peu le troc. Ça ne veut pas dire qu'il est beaucoup utilisé, mais c'est comme le chèque. Aujourd'hui, on fait moins de chèques, mais on a toujours beaucoup de chèques en France. Et puis, si ce ne sont plus des chèques signés, vous avez des sortes de tickets. Enfin bref, il y a toujours un substitut. Donc, je pense que c'est plutôt les systèmes de paiement s'additionnent. Ce qui est sûr, c'est que oui, le cash va reculer parce que nous utilisons de plus en plus des moyens numériques. Et effectivement, nous, on s'est penché sur l'e-euro, enfin, le potentiel euro numérique, parce que il y a 2-3 ans, c'était un non-sujet quand on interrogeait les banques centrales, notamment en France et la BCE. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet de paiement ou de monnaie numérique, comme on veut, ou même de crypto-monnaie Libra, donc de Facebook, a finalement poussé les banques centrales à agir parce qu'elles ont pris conscience que la technologie accélérait, je veux dire, de 30 ans, des questions qu'elles pensaient avoir le temps de gérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que la techno permet de quelque chose qui était impensable il y a encore 20 ou 30 ans, c'est transférer de la valeur. Et donc, quand on parle de valeur, nécessairement, on pense à l'argent et effectivement, voilà, là, la Banque Centrale Européenne est bien obligée de développer des systèmes de paiement qui correspondent à 2020 et qui correspondent à une nouvelle ère qui s'ouvre, à savoir une ère qui est dominée par les paiements numériques. Et voilà, quand on s'intéresse un peu aux monnaies, ce qui est ton cas, enfin ce qui est le cas de beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, on est forcé de constater que voilà, pour les banques centrales, si elles ne veulent pas être marginalisées face aux géants de la tech et aux États comme la Chine qui sont très offensifs, vous êtes obligé de lancer une monnaie numérique. Et après, ce qui va être très intéressant, c'est de voir quelle technologie. Donc, on a interrogé pas mal de personnes. On a eu du beau monde pour l'enquête sur l'euro numérique, mais voilà, blockchain ou pas blockchain, système centralisé, décentralisé, est-ce que ça ne passera que par les banques centrales ou est-ce que les banques commerciales y seront associées, est-ce qu'on sera sur un protocole potentiellement ouvert, voilà, il y a plein de questions.
mais c'est assez passionnant et oui, c'est un sujet incontournable en 2020. Pour rester sur la thématique de la monnaie, qu'est-ce que tu penses des stablecoins? On sait qu'ils sont notamment dans le collimateur de l'Europe. C'est une opportunité ou c'est un danger pour les États, les stablecoins en général? Bah, en fait, j'hésite parce que je pense que les stablecoins sont à la fois un danger, mais aussi une opportunité pour les États qui voudraient tout bêtement justement occuper une place de choix dans l'écosystème crypto, enfin dans l'écosystème des monnaies numériques. C'est-à-dire que euh, évidemment que si demain le projet de Facebook aboutit et que voilà, Facebook arrive à drainer via son stablecoin énormément de devises, ben finalement, Facebook, c'est d'ailleurs la grosse crainte des États. Facebook, s'il dispose de 500 milliards de dollars, de 1000 milliards d'euros, des choses comme ça, ils seront capables de manipuler la monnaie des États. C'est-à-dire qu'ils auront de telles réserves d'argent qu'ils pourront dire aux États, exactement comme le fait aujourd'hui la Chine, hein, qui rachète des titres de dette à profusion, elle peut dire aux États-Unis, si vous nous emmerdez un peu trop, bon, ben, on écoule de la dette américaine et vous allez vous retrouver avec un dollar qui ne vaut plus rien. Donc voilà, il y a des vrais sujets à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un stablecoin géré par Facebook, vu les volumes potentiels, ça peut devenir problématique parce qu'effectivement, Facebook gérerait beaucoup d'argent et en fait deviendrait une banque centrale, hein, tout bêtement. C'est-à-dire qu'ils auraient un impact sur vraiment la politique monétaire des banques centrales et sur la valeur de l'euro, du dollar, du yen. Donc c'est une menace et en même temps, si justement les États arrivent un petit peu à contrôler les projets de stablecoin, à faire en sorte qu'ils ne leur échappent pas, ça peut être ouais, un outil assez séduisant pour les États parce que très efficace, fongible, on pourrait se le transmettre très rapidement. Enfin, c'est l'avenir de la monnaie, hein, tout bêtement. Et concernant les autres stablecoins type USDC, je me faisais la réflexion l'autre jour, puisque c'est backé dans les coffres par du réel dollar, en théorie, ils ne peuvent pas créer 1 milliard d'euros à partir de rien ou de dollars. Donc le danger, il vient d'où? Bah, oui, alors technologiquement, mais le problème, c'est que vu que ton sous-jacent peut être émis à l'infini, c'est tout le problème, entre guillemets, du stablecoin à ce niveau-là. C'est-à-dire que si à la limite c'est Facebook qui le gère, bon, bah voilà, ils vont juste se baser sur la politique monétaire des banques centrales. Moi, j'ai juste, enfin, pas peur, hein, mais je veux dire, un État avec son stablecoin, s'il décide, enfin, je veux dire, demain, la BCE pourrait très bien continuer de faire tourner la planche à billets avec de l'hélicoptère monnaie, par exemple, et en ayant un stablecoin voilà, indexé euro, parce que ce ne serait pas forcément quelque chose de contrôlé par une entreprise privée. Sur le paiement, tu parlais de Facebook à l'instant, WhatsApp s'y met aussi, Apple Pay. On voit de plus en plus d'entreprises privées qui n'étaient pas destinées à la base à opérer du paiement, qui commencent à l'intégrer à leur infrastructure. Pour rappel, dans notre avant-dernier épisode avec Anis Ajnef, Anis disait ceci. Les banques sont fortes parce que, d'une certaine manière, en nous endettant sur le futur, elles arrivent à ramener à aujourd'hui le fruit de notre travail futur. Quand tu regardes les GAFAM, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'appuient sur ton passé cette fois et pas sur ton futur pour récolter des datas numériques sur ta vie pour en tirer un profit. Et donc, c'est hallucinant. Les banques possèdent ton futur, les GAFAM possèdent ton passé. Mais là, on est en train de donner ce pouvoir-là, naïvement, aux banques et aux GAFAM. Si un jour Facebook fait le lien entre les deux, ça y est, on est mort. Apple veut le faire aussi, Google veut le faire aussi. On est juste mort. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou est-ce que c'est un peu excessif? Je suis ce que fait et ce que dit Anis. Je trouve ça excessif, mais l'intuition est évidemment la bonne. Alors après, voilà, je comprends totalement le raisonnement et sur le fond, il a raison. Maintenant, si on prend un peu de recul, il faut aussi voir que les États existent encore, que la réglementation existe encore, et que d'ailleurs on vient de le voir avec Facebook et l'antitrust américain.
bon, les entreprises ne peuvent pas faire absolument tout ce qu'elles veulent. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas non plus libres de tous leurs mouvements, elles ne peuvent pas se lancer sur absolument tous les marchés. Et donc, évidemment, que les GAFA, bref, les géants de la tech au sens large vont s'intéresser à tous ces sujets-là. Mais maintenant, les États vont quand même avoir leur mot à dire et je pense que des garde-fous assez solides et assez sérieux vont leur être imposés. C'est sûr que oui, actuellement, je veux dire, Facebook contrôle tout notre passé, mais le but des GAFA n'est pas de devenir, à proprement parler, une banque. Ce qu'ils veulent, c'est capter toutes les données et devenir incontournable, être, je veux dire, dans absolument tout ce qu'on fait. Ils n'ont pas forcément vocation à je veux dire, accorder du crédit, toutes ces choses-là. Moi, quand je leur pose la question, c'est trop de contraintes. Trop de contraintes. Eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est finalement qu'on passe tout le temps par eux. Parce que quand on passe par eux, à chaque fois, c'est le péage. Donc, ils vous taxent et ils récupèrent, s'ils le veulent, une partie des données, ils améliorent leur service. Mais peut-être que d'ici 50 ans, ils feront des crédits, des choses comme ça. Mais déjà, dans un premier temps, ils vont capter tout ce qui a le plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur ajoutée, c'est la donnée. Et la donnée la plus intéressante, c'est la donnée de paiement. Parce que la donnée de paiement, elle dit tout de vous. Donc, c'est pour ça qu'ils se lancent dans le paiement. Maintenant, ils n'ont pas forcément envie de gérer tous les concurrents des Français, des Américains et des êtres humains. Concernant le démantèlement des GAFA, tu as fait un tweet il y a quelques semaines où tu disais si on enlève de l'avion Facebook les moteurs Instagram et WhatsApp, l'avion s'écrase. Est-ce que tu penses que les États-Unis peuvent vraiment démanteler les GAFA ? C'est vrai que bon, je trouve que chaque GAFAM, chaque Big Tech, quand on se plonge, d'ailleurs que ce soit même en Europe, les géants de la tech en Europe, même s'ils sont plus petits, mais ils ont toujours des histoires intéressantes. Effectivement, ce qui est fascinant avec Facebook, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression, même si Facebook continue de très bien marcher, qu'ils se sont quasiment cramés, c'est-à-dire que l'image de Facebook est mauvaise. En revanche, l'entreprise a deux superbes moteurs qui s'appellent Instagram et WhatsApp, qui sont quasiment je veux dire, les plus belles boîtes. Je sais pas un point de vue personnel. Je veux dire, moi en soi, j'utilise les deux, mais je veux dire, je suis pas fan de ces services. Je les trouve efficaces. Et je veux dire, ce sont vraiment de très belles entreprises qui marchent très bien. Et effectivement, Facebook s'appuie énormément sur eux. C'est-à-dire que Instagram a une traction phénoménale. WhatsApp, c'est la même chose. Et ils développent au fur et à mesure des couches de services qui font de ces deux entreprises des choses incroyables. Donc c'est évident, et c'est d'ailleurs ce que va plaider Facebook, c'est que, en l'occurrence, quand ils ont racheté ces entreprises, alors évidemment à l'époque ils l'ont plutôt fait pour se préserver d'une concurrence, mais aujourd'hui ils ont réussi à bien les intégrer à une sorte de business global, c'est-à-dire que ça fait sens. Si demain on retire à Facebook, WhatsApp et Instagram, je veux dire, Facebook, je ne dis pas que l'entreprise ne vaut plus rien, mais quand on pense à sa capitalisation, à ses revenus publicitaires, Facebook pourrait continuer à vivre tout seul, mais il serait vraiment rétrogradé très sérieusement de quelques crans. Et je veux dire, on ne parlerait absolument plus d'un GAFAM. Pour revenir un petit peu sur la thématique du podcast, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui s'intéressent à la bourse, de moins en moins d'IPO, alors que les cours sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les nouvelles entreprises se rendent compte que l'argent de la bourse est tellement renfloué à coups de monnaie BCE que ça ne va pas durer et que ça va tomber, et du coup ils s'orientent vers d'autres choses. Et du coup, dans cette continuité-là, est-ce que Bitcoin et les cryptos peuvent être une alternative intéressante pour, la valeur refuge, si jamais ça tombe au niveau de la bourse, pour lever des fonds ? Effectivement, c'est un sujet sur lequel je voulais écrire depuis quelques semaines, voire quelques mois. Ce qui est fascinant dans ce que l'on vit actuellement, c'est que jamais les marchés, tu le sais, n'ont été à un tel niveau. On a d'ailleurs dépassé, il faut s'en rendre compte, 100 000 milliards de capitalisation à l'échelle mondiale. Pour juste vous donner une idée, il y a 10 ans, on était à 60 000 milliards. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, avec une crise, il faut imaginer avec une crise d'une sévérité extraordinaire, donc la crise que nous venons de dire,
Et donc là, on a gagné 40 000 milliards en 10 ans. Donc des volumes extraordinaires. Mais paradoxalement, il y a de moins en moins d'entreprises qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de capitaux, et en même temps, il n'y a jamais eu si peu d'entreprises, enfin jamais eu. Disons qu'on est revenu à un niveau, on est revenu des décennies en arrière, et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, finalement, on a autant de capitaux et si peu d'entreprises. Autant de capitaux parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui valent des sommes phénoménales, hein. Juste les 5 GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est presque 7500 milliards de dollars sur le Nasdaq. Donc c'est juste extraordinaire. Et puis, voilà, il y a une politique des banques centrales qui alimente avec leur taux bas, voire négatif, finalement, un environnement dans lequel, quand on cherche du rendement, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les actifs un peu risqués, donc on va en bourse. Et pour faire le lien avec justement ta question sur les cryptos, dans ce contexte, c'est justement pour ça qu'on se demandait pourquoi Bitcoin, parce que je le mets un peu à part, mais pourquoi Bitcoin et d'autres cryptos ont réussi à monter en même temps que les bourses. Tout bêtement parce que on est dans une situation inédite, c'est-à-dire que quasiment partout sur la planète, les taux des banques centrales sont à zéro, quasiment partout. C'est-à-dire que sur toutes les dettes des États, il n'y a aucun rendement. Il faut savoir accessoirement que les rendements des dettes des États, c'est tout ce qui est assurance vie, produits d'épargne. Enfin, je veux dire, c'est aussi la retraite des Français. Enfin, il y a quand même, il faut quand même l'avoir en tête. Et quand vous êtes à zéro, donc il n'y a plus aucun rendement à ce niveau-là, vous regardez où sont les actifs risqués et où il y a justement du rendement. Il y a les marchés actions, et puis il y a également les crypto-monnaies qui sont en plus pour le Bitcoin perçues comme une réserve de valeur face à justement cette politique monétaire qui, sur longue période, va, avec l'inflation, faire que 100 € en 2010 et en parité de pouvoir d'achat ne valent plus que 60 10 ans après. Tu le sais sans doute, les gens qui sont dans les crypto-monnaies sont généralement pas très fans des monnaies fiat. Je vais te poser une question qui est un poil complexe à répondre, mais comme c'est toi qui conclus cette série, c'est à toi qui revient l'honneur de tenter d'y apporter une réponse. Depuis quelques années, et particulièrement depuis le crack Covid de mars et la reprise en V, on entend cette petite musique du ça peut pas durer, il va y avoir un crack assez violent sur les marchés financiers. Si celui-ci arrive, est-ce que tu penses que le Bitcoin, qui a été créé en partie pour être une alternative au dollar et à ce monde-là en cas de problème, pourrait être un bon rempart et tenir les rangs en cas d'effondrement des marchés traditionnels? Difficile de le savoir. La seule certitude que j'ai, c'est que Bitcoin a maintenant un peu plus de 10 ans. Et bon, on a annoncé son effondrement des centaines de fois. Il a traversé sa première crise. Là, les marchés sont donc la crise de 2020, la crise du Covid. Là, les marchés sont dans une situation délirante parce que les banques centrales, sont là pour soutenir l'économie. Donc, tout ce qui est disponible part dans les bourses, et donc le CAC 40 a presque effacé toutes ses pertes de 2020. Aux États-Unis, on est déjà au-dessus du niveau d'avant-crise. Et dans ce contexte, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas trop les banques centrales sortir de cette politique monétaire. Et donc, je pense que progressivement, à la fois les investisseurs particuliers et surtout les institutionnels, d'ailleurs on commence à les voir, hein, là il y a un assureur, MassMutual, un assureur américain, qui vient d'acheter 100 millions de dollars de Bitcoin. On voit qu'il y a aussi maintenant des institutionnels qui commencent à regarder le Bitcoin en se disant, dans un environnement de taux bas sur longue période, si on veut trouver du rendement, il faut aller sur les marchés actions, mais c'est trop risqué d'être que sur les marchés actions, donc on va aussi finalement se diversifier un petit peu et aller acheter des actifs. Alors ça peut être matières premières, mais matières premières, il ne faut pas se tromper, ou alors ça peut être de l'or et justement du Bitcoin et d'autres cryptos.
Ça serait une révélation pour personne si je dis que la BCE, la Fed ou toute autre banque centrale n'est pas venue au secours des marchés crypto durant les derniers mois. Mais on l'a vu avec Anis, l'effet Cantillon fait qu'il y a forcément quelques euros, quelques dollars de ces mannes financières qui sont arrivées dans les cryptos, mais en bien moins grande quantité. Est-ce que justement ce fait qu'elle n'ait pas été alimentée par la BCE ou la Fed, ça ferait qu'ils prennent moins cher en cas de correction ou en cas de crack? Ouais, d'une correction, là-dessus, on parle d'un marché, voilà, la market cap de Bitcoin, là, elle oscille entre 320 et 360 milliards de dollars. Bon, c'est l'équivalent de Mastercard, donc c'est à la fois beaucoup et peu. Euh, oui, il peut toujours y avoir des grosses corrections, parce que de fait, si on est sur cet ordre de grandeur, si quelques gros instits lancent un mouvement, ça peut corriger. Après, je pense qu'on a tous aussi conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Donc correction, oui. Enfin, je veux dire, moi, je n'exclus rien. Maintenant, je pense modestement, et je n'ai pas de crypto, que les choses sont plutôt bien orientées. Ah ouais, t'as même pas un petit bac de Bitcoin, Ethereum ou autre crypto qui traîne? Non, je l'avais fait, mais en très très petite quantité pour essayer, pour savoir de quoi on parle en 2017. Mais non, je n'en ai pas. Après, bon, pour la petite anecdote, je m'étais dit que si on retrouvait un plus haut historique, je m'achèterais peut-être un petit peu pour me dire, voilà, j'en ai quand même. Enfin, je peux aussi m'amuser avec les autres, mais non, effectivement, bah, non, je n'en ai pas, parce que je n'en ai toujours pas les moyens. Mais bon, qui sait, ça viendra. On arrive à la fin de notre échange. Un petit mot sur la DeFi. Je pense que tu es bien placé pour avoir un regard intéressant là-dessus. Les banques n'avaient pas trop changé les règles du jeu jusqu'ici. Même l'avènement d'Internet ne les avait pas trop bousculées. La DeFi rabat les cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je trouvais ça passionnant, passionnant et en même temps, ce qui est assez, comment dire, enfin, non pas compliqué, hein, mais je veux dire, ça change tellement de choses dans la compréhension du système financier, justement dans le rapport à la finance. On vient quand même d'un système financier assez centralisé. Donc c'est vrai que là, imaginez un système dans lequel, que ce soit au niveau des modes de rémunération, d'organisation, c'est-à-dire qu'on devient notre propre banque. Et partant de ce principe, voilà, il y a quelque chose d'assez fascinant. Donc bon, je suis les projets qui se développent. Après, je pense que pour moi, la DeFi est un peu dans la même situation que Bitcoin en 2011. C'est-à-dire que voilà, ça va essaimer dans des cercles d'initiés. Alors après, ça ira plus vite parce que de fait, les cycles d'innovation se sont accélérés. Mais je pense que voilà, c'est comme Bitcoin en 2011-2012. Là, il y a presque comment dire, non pas un biais cognitif, mais il y a quelque chose qui est déroutant. Et donc de fait, enfin voilà, il faut essayer. Moi, j'ai juste un peu essayé pour voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas un peu essayé, on ne comprend pas ce que ça implique. Mais je pense que ouais, ça va être dans les années qui viennent quelque chose d'intéressant. Ça pourrait se rajouter aux banques, aux fintech, à la crypto. On pourrait avoir DeFi dans 10 ans? À titre perso, je pense que oui. Enfin, c'est-à-dire que je pense que tout est possible. Le seul obstacle au développement d'une technologie, c'est l'adoption. C'est la seule chose, c'est-à-dire que tout est possible technologiquement, on peut tout faire. Maintenant, l'enjeu à chaque fois, c'est de voir si les gens s'en emparent. Je veux dire, il y a des technologies incroyables, les gens ne s'en servent pas, ça ne se diffuse pas. Voilà, ça reste à l'état de prototype ou alors ça reste utilisé, mais dans des cercles restreints. Donc voilà, je pense que on sait que c'est la même chose avec les cryptos, c'est-à-dire qu'en fonction de la diffusion des cryptos, voilà, tout l'enjeu pour Bitcoin, c'est si vous êtes détenu par 5 millions d'adresses, je veux dire de portefeuilles, ça n'est pas la même chose qu'à 500 millions. Voilà, c'est pareil, c'est-à-dire que sur la DeFi,
Si vous avez un nombre significatif de gens qui basculent, bon, les institutionnels vont devoir un peu regarder, et de fait, vous allez avoir des projets qui vont se développer. Après, oui, sur possible cohabitation, oui, je pense que, comment dire, on ne peut pas tout désintermédier, c'est-à-dire que des gens auront aussi peut-être envie je veux dire, les intermédiaires ne sont pas à chaque fois mauvais. Voilà, il n'y a pas de. Mais donc ouais, non, je suis assez curieux de savoir comment ça va évoluer. Alors que Bitcoin se dirige vers de nouveaux records, je viens de voir que tu as tweeté il y a quelques heures, l'impulsion Bitcoin a été soutenue par les particuliers en 2017, cette fois c'est les institutionnels, ça change tout, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Ça change déjà, d'une part, le regard qu'on porte sur l'écosystème. Bon, on peut le déplorer, hein, mais quand ça reste des particuliers et quelques investisseurs peu connus qui expliquent que Bitcoin c'est génial, bon, globalement, ça reste quelque chose de, non pas de confidentiel, mais je veux dire, Bitcoin ne crève pas l'écran et tout le monde n'en parle pas. Quand vous avez à l'inverse des sociétés, pour ne citer qu'elles, mais comme Twitter avec Jack Dorsey, ou encore une fois l'assureur américain MassMutual, qui investissent dans le Bitcoin, justifient cet investissement avec des raisons qu'on peut entendre, tout de suite, je veux dire, on le sent bien. C'est-à-dire que le simple fait de le dire change déjà la nature de la discussion et les bases sur lesquelles on l'a engagé. Donc il y a d'une part la crédibilité. La deuxième chose, c'est une histoire de, c'est lié, hein, c'est de notoriété, dans le sens où quand il y a des institutionnels comme ça, des entreprises, des gros acteurs, tout bêtement les gens en parlent. C'est-à-dire que c'est vous avez vu Jack Dorsey, Twitter, vous avez vu BlackRock qui dit que Bitcoin c'est pas totalement idiot. Donc derrière, il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand des gens qu'on a l'habitude de voir discuter de sujets très sérieux et qui ont justement cette crédibilité sur les sujets importants, s'en emparer, tout de suite, ça change aussi le regard qu'on porte dessus. Et puis, il y a plein de points, mais il y a tout bêtement celui des volumes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les entreprises ont des moyens autrement plus importants que les particuliers, et si demain vous avez des fonds d'investissement, des banques, même des États, des corporates qui investissent dans le secteur, on change d'échelle. C'est à la fois bien. D'autres pourront dire, le marché est capté par les sociétés qui veulent finalement se servir de ce système et empêcher sa démocratisation, parce que l'enjeu est aussi à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que demain, si Bitcoin, entre guillemets, est détenu par 50 millions de personnes ou par 10 millions d'entreprises, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a effectivement, quand j'ai tweeté quelqu'un, je n'y avais pas pensé, mais c'est très juste, il y a aussi tout bêtement une histoire de temporalité, c'est-à-dire que les entreprises voient un peu plus à long terme, on les imagine mal, en tout cas, sur des gros mouvements de spéculation. Et donc, si les entreprises y vont, ça peut laisser présager une sorte de progression continue, une forme de stabilité. C'est-à-dire que quand vous mettez comme MicroStrategy, la société américaine, qui veut mettre plus de 500 millions de dollars, l'horizon d'investissement, il est à très long terme. Donc, ça peut laisser imaginer une forme de stabilité avec un capital qui ne bougera pas, quoi. Et ton regard de journaliste sur les grandes prévisions du prix du Bitcoin dans les mois ou années à venir, on entend 300 000 dollars avant la fin de 2021, 100 000, ça revient beaucoup. Qu'est-ce que tu accordes comme importance à ces news et qu'est-ce que tu en penses? Je lis toujours avec curiosité ces rapports. Voilà, comme vous tous, je suis ce qui se passe et ce qui se dit. Maintenant, c'est honnêtement pas la partie qui m'intéresse le plus, la partie prix. C'est-à-dire que j'aime bien savoir pourquoi ils imaginent un prix à tel ou tel niveau. Après, le niveau de prix, que ce soit 100 000 dollars, 300 000 dollars, 1 million de dollars, là, on est quand même dans quelque chose qui est un peu plus compliqué en tout cas, de mon point de vue, à imaginer, et même si les analyses techniques permettent d'anticiper des mouvements, voilà, que Bitcoin soit 80 000 dollars ou 150 000 dollars dans 2 ans,
ça change des choses. J'allais dire, c'est une histoire de gros sous, mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance, voilà, et les raisons de ce développement. Après, voilà, sur le prix en lui-même, même si ça veut dire quelque chose, hein, parce qu'un Bitcoin à 100 000 $, ça donne une idée des masses, des volumes concernés, mais là-dessus, non, j'ai pas de boule de cristal, et c'est vrai que ce qui m'intéresse plus, c'est de voir la dynamique à l'œuvre. À 100 000 €, est-ce qu'on verra un gros B de Bitcoin à la une de l'Express? Bah, on verra, ça dépend. Ça dépend en fait quand est-ce que si Bitcoin atteint les 100 000 $ dans 50 ans, bah, je serai déjà à la retraite. Si par contre il l'atteint d'ici quelques années, ouais, ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année que nous venons de vivre montre bien qu'on est très très loin d'en avoir fini, et surtout enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se dérouler dans les années qui viennent, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment pas mal de choses très intéressantes à voir, que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres projets, hein. Merci beaucoup Raphaël d'avoir répondu à toutes nos questions et conclu cette série. Restez à l'affût. Un dernier épisode hors série avec Idriss Aberkan devrait sortir très prochainement. On y parlera de l'économie et de la place du Bitcoin, mais aussi et surtout d'autres secteurs que la blockchain pourrait révolutionner ou transformer. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces 4 épisodes principaux vous ont plu et qu'ils vous ont permis d'avoir une réponse à cette question qui nous tenait à cœur à la rédaction de Cryptost. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.